Je m'appelle Isabelle Mignot et je vais lire la politique d'assimilation sur la page 57 et 58. Du point de vue du gouvernement canadien, les éléments les plus importants des traités demeurent les dispositions écrites en vertu desquelles les Premières Nations acceptent de céder, d'abandonner, de remettre et de rendre leurs terres à la couronne. Cependant, lors des négociations des traités, les représentants du gouvernement fédéral donnent l'impression que le gouvernement considère les traités comme des consentements de relations permanentes avec les Premières Nations. En 1876, le commissaire au traité, Alexander Morris, déclare au cri « Je suis convaincu et j'espère que ce que nous allons décider ne sera pas établi seulement pour aujourd'hui ou demain. Ce à quoi je vais m'engager à votre satisfaction, je le crois et l'espère, durera tant que le soleil brillera et que cette rivière là-bas coulera. » Dans les faits, la politique du gouvernement fédéral est très différente de ce qu'avait dit Morris. Le but de cette politique, qui est clairement établie dans la législation au moment de la négociation des traités, est d'assimiler le peuple autochtone à la société canadienne. À la fin de ce processus, il est prévu que le peuple autochtone aura cessé d'exister comme peuple distinct, ayant son propre gouvernement, sa propre culture et sa propre identité. La loi sur les Indiens, Acte des Sauvages, d'abord adoptée en 1876 comme loi pré-confédérale, définit la personne qui est un Indien sauvage et celle qui ne l'est pas en vertu de la loi canadienne. La loi définit également un processus par lequel une personne peut perdre son statut d'Indien. Les femmes, par exemple, peuvent perdre leur statut en mariant un homme qui n'a pas le statut d'Indien. Les hommes peuvent perdre leur statut de différentes façons, y compris par l'obtention d'un diplôme universitaire. Ceux et celles qui renoncent à leur statut se voient octroyer une portion des terres de la réserve de la bande. Les peuples des Premières Nations étaient réticents à l'idée de renoncer à leur identité de cette façon. Jusqu'en 1920, mis à part les femmes ayant perdu leur statut involontairement en mariant une personne non autochtone, seulement 250 Indiens ont renoncé volontairement à leur statut. En 1920, le gouvernement fédéral modifie la loi sur les Indiens pour exercer le pouvoir de dépouiller des personnes de leur statut contre leur volonté. En expliquant le but derrière cette modification à un comité parlementaire, les sous-ministres des Affaires indiennes, Duncan Campbell Scott, déclarent « Notre objectif est de poursuivre le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui n'ait pas été absorbé par la société et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions indiennes ni de département des Affaires indiennes. » L'autre élément fondamental de la loi à laquelle Scott fait référence confère au gouvernement le pouvoir d'obliger les parents à envoyer leurs enfants dans des pensionnats indiens. Ces pensionnats offrent plus qu'un programme éducatif, ils font partie intégrante d'une politique délibérée de génocide culturel. D'autres preuves de cette agression de l'identité autochtone se trouvent dans les modifications apportées à la loi des Indiens qui interdisent une variété de pratiques autochtones culturelles et spirituelles. Parmi celles-ci, deux des importantes sont le potluck, une coutume pratiquée par les peuples autochtones de la côte ouest, et la danse de la pluie des prairies, souvent appelée la danse du soleil. Les directeurs des pensionnats sont au premier rang de la campagne visant à interdire ces cérémonies et ils poussent également le gouvernement à appliquer des interdictions une fois qu'elles sont adoptées. Le droit autochtone à l'autonomie gouvernementale est également miné. La loi sur les Indiens confère au gouvernement fédéral le pouvoir d'exercer un droit de veto sur les décisions prises par les conseils de bande et de destituer
les chefs et les conseillers. La loi impose des restrictions sur le droit des fermiers des Premières Nations de vendre leurs produits agricoles et de contracter des emprunts. Au fil des ans, le gouvernement exerce également un plus grand pouvoir sur la façon de disposer des terres de réserve. Dans certains cas, les réserves anciennes sont relocalisées contre la volonté des résidents. La loi sur les Indiens est une loi coloniale qui confère à un groupe de personnel le droit de gouverner et de contrôler un autre groupe, le tout au nom de la protection